Bonjour à tous, bienvenue à Neutrality Studies. Aujourd'hui, je suis accompagné de George Varga, un haut diplomate hongrois qui, entre autres fonctions, a été ambassadeur auprès de l'OSCE, où il se trouvait du côté russe du différend, avant que la guerre n'éclate, avant qu'elle ne devienne la guerre à grande échelle que nous connaissons aujourd'hui. Je veux parler avec lui de cela et de la politique européenne. Alors George, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment heureux que vous ayez accepté, car vous avez travaillé dans ce domaine très sensible en tant que diplomate. J'ai également eu le plaisir de parler avec Benoît Paré, qui était observateur pour l'OSCE. Il était sur le terrain, enregistrant les échanges de tirs dans différentes régions d'Ukraine et des deux côtés du front. Vous occupiez un poste différent au sein de l'OSCE. Pourriez-vous peut-être expliquer cela un peu? Comment l'OSCE en est-elle venue à être présente là-bas et en quoi ont consisté vos 4 années de service? Oui, comme nous le savons, l'OSCE est la principale organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. L'organisation a adopté son nom actuel à Budapest en décembre 1994, lors du sommet de Budapest. Dans le cas du conflit en Ukraine, l'OSCE a mis en place 2 missions. L'une d'elles travaillait sur le territoire de l'Ukraine, sur l'ensemble du territoire, et l'autre mission a été établie en Russie, le long de la frontière d'État ukraino-russe qui n'était plus contrôlée par le gouvernement ukrainien après 2014. C'est cette mission en Russie que j'ai dirigée en tant que chef de mission entre 2017 et 2021, succédant à un collègue suisse. Cette mission avait pour mandat d'observer la situation à 2 postes frontières, le passage de la frontière par les personnes et par les véhicules. Elle a accompli cette tâche dans le cadre de son mandat de juillet 2014 jusqu'au dernier jour de septembre 2021. Nous comptions plus de 20 observateurs issus de différents pays. L'OSCE regroupe 57 États participants et l'un des outils dont elle dispose est le recours à des missions. Durant cette période, l'OSCE avait 16 missions et bureaux dans les États participants, principalement dans l'espace post-soviétique et dans les pays post-yougoslaves. Alors, quand vous avez commencé à y travailler, était-ce simple? Était-ce un mandat facile? Les choses étaient-elles ordonnées ou comment c'était? Vous savez, je pense que le travail en tant que travail de professionnel était facile parce que être impartial, objectif, observer et rapporter ce que l'on voit, je pense que c'est une tâche très simple. Bien sûr, le travail quotidien dans une section frontalière en régime 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans aucune pause, était un peu différent. Cela signifiait que mes collègues souffraient beaucoup de la routine quotidienne de travailler à une frontière d'État non contrôlée par l'un des camps. Et de la Russie, nous avons reçu, je pense, l'aide à laquelle nous pouvions nous attendre. La Russie était le pays hôte. Nous avions un bureau dans une petite ville non loin de la frontière, et de là, nous visitions la frontière chaque jour. Les équipes d'observateurs frontaliers restaient à ces postes de contrôle et ne les quittaient pas. Et sans aucune interruption, nous avons respecté ce mandat. Au cours de ces 7 années, la mission a observé environ 25 millions de personnes traversant les 2 postes frontières, environ 250 000 camions et près de 80 000 bus. Cela signifie que dans la région séparatiste, il y avait environ 4 à 5 millions d'habitants. Plus tard, à partir de 2017, cette région a été fermée, isolée du côté ouest par les forces ukrainiennes. Ainsi, la population ne pouvait quitter la région qu'en direction de la Russie, peut-être pour travailler ou rendre visite à leurs proches.
La seule direction qui leur restait ouverte était celle de la Russie. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on oublie souvent en général, surtout dans les discussions occidentales, n'est-ce pas? Les régions séparatistes et les personnes qui y vivaient entretiennent une relation très étroite, en réalité assez naturelle avec la Russie, et la guerre n'a probablement fait que renforcer cela. On a aussi tendance à oublier qu'un grand nombre de réfugiés ukrainiens sont en fait partis en Russie, n'est-ce pas? Donc, toute personne possédant un passeport ukrainien est comptée comme réfugié ukrainien si elle a dû partir. Petite parenthèse, parce que j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait très bien se reproduire à tout moment. Alors, s'il vous plaît, pensez à vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pascalotaz.substack.com. Le lien se trouvera dans la description ci-dessous. Et maintenant, revenons à la vidéo. Comment avez-vous alors vécu l'interconnexion entre les régions séparatistes, les régions du Donbass, et la Russie, à une époque où l'idée également du côté russe était encore de garder le Donbass à l'intérieur de l'Ukraine? À mon sens, jusqu'en 2021, ce n'était pas une stratégie contestée, n'est-ce pas? C'était ce qui était censé se produire. Les accords de Minsk devaient mener à une véritable réintégration du Donbass dans l'Ukraine. Ou comment l'avez-vous perçu? Oui, bien sûr, nous savions, en tant qu'observateurs travaillant à la frontière, que les accords de Minsk servaient d'instrument pour réintégrer la région du Donbass dans la vie politique, économique et sociale de l'Ukraine. Je pense que la première erreur a déjà été commise en 2015 lors de la mise en œuvre de l'accord de Minsk, car l'Ukraine avait l'obligation, selon l'accord de Minsk II, de modifier la Constitution en faveur de la décentralisation, en accordant une certaine autonomie à la population des districts séparatistes de Louhansk et de Donetsk, afin qu'ils disposent de droits spéciaux dans cette région. L'Ukraine aurait dû modifier la Constitution, mais ces changements n'ont toujours pas eu lieu à ce jour. Et la Russie, en tant que pays voisin, grande puissance comptant des millions de Russes ethniques dans son voisinage immédiat et des dizaines de millions de russophones en Ukraine, était très intéressée par la mise en œuvre de l'accord de Minsk. Malheureusement, les deux garants, la France et l'Allemagne, à mon avis, n'ont pas fait assez pour pousser l'Ukraine à suivre les points de l'accord de Minsk. Parmi ces points, je pense que le premier est le plus important, car c'était déjà à l'époque un signal politique indiquant que l'Ukraine, ou plutôt différentes forces politiques en Ukraine, ne voulaient pas mettre en œuvre l'accord de Minsk. Et à partir de 2020, on peut trouver en ligne que la direction ukrainienne a presque officiellement refusé de l'appliquer. Bien sûr, selon moi, cela a été l'une des motivations du côté russe pour lancer, plus tard en février 2022, cette action militaire. Vous avez quitté votre poste en 2021, n'est-ce pas? 4 ou 5 mois avant le début de l'opération militaire à grande échelle, comme l'appellent les Russes. Quelle était votre opinion au moment de votre départ? Vous attendiez-vous à ce que la situation dégénère en la guerre qu'elle est devenue, ou la guerre, une fois déclenchée, vous a-t-elle également surpris? Vous savez, à ce moment-là, j'avais le sentiment que ce processus allait conduire à une sorte de situation politico-militaire. Cela signifiait qu'une opération militaire pouvait avoir lieu, car nous pouvions déjà identifier certains faits, à l'époque, derrière ce processus politique, à savoir le refus de l'Ukraine de mettre en œuvre les accords de Minsk. Derrière cela, nous pouvions également discerner d'autres étapes. Au cours de ces années, entre 2014 et 2022, l'Ukraine était préparée à devenir un futur membre de l'OTAN,
ce qui constituait également un signal pour la Russie. Et en partie, l'Ukraine était préparée à la guerre, comme nous l'avons appris plus tard à travers les déclarations ou les entretiens accordés par la chancelière allemande Merkel et le président Hollande, l'ancien président français. Cela signifie que les deux garants ont confirmé que les accords de Minsk avaient servi de sorte de délai, donnant à l'Ukraine le temps de se préparer à une guerre avec la Russie. Et derrière ces raisons ou motivations du côté russe, on peut identifier un autre facteur très important qui les préoccupait, les droits des minorités. La nouvelle élite politique arrivée au pouvoir en février 2014 a aboli des droits essentiels des minorités en Ukraine. Cela a également touché les minorités polonaises, hongroises, roumaines et bulgares, des minorités issues d'États membres de l'UE. Mais la principale question concernait l'abolition des droits des minorités pour des millions de Russes ethniques et des dizaines de millions de russophones. L'accord de Minsk aurait probablement pu résoudre cette question pour la minorité russe après sa mise en œuvre et la réintégration des districts séparatistes dans la vie sociale et politique de l'Ukraine. Cette question des droits des minorités aurait sans doute été réglée. Mais sans la mise en œuvre de l'accord de Minsk, sans une certaine autonomie pour ces minorités, la Russie avait de nombreuses raisons de considérer que la situation ne pouvait pas durer. La question de l'adhésion à l'OTAN, le manque de mise en œuvre de l'accord de Minsk, l'absence de droits pour les minorités russes et les russophones, la préparation de l'Ukraine à une guerre avec la Russie et la préparation de l'Ukraine à une éventuelle adhésion à l'OTAN. Tout cela, je pense, a constitué le contexte de la décision de la Russie en faveur d'une action militaire. Maintenant, après que cela a commencé, je veux dire vous en tant que diplomate hongrois, et la position de la Hongrie ont depuis le début été en réalité très neutre, je dirais. Vous avez essayé d'encourager la fin de ce qui se passait, tout en ayant bien sûr des devoirs très importants envers l'Union européenne et en maintenant la solidarité. Comment évaluez-vous cette position hongroise? À mon avis, Viktor Orbán a été le seul homme d'État européen à avoir sérieusement tenté de promouvoir une approche diplomatique pour mettre fin au combat. Quelle est votre évaluation? Vous savez, je suis très fier d'être hongrois cette année, car la neutralité que vous avez mentionnée, je pense que c'est la meilleure option aujourd'hui, et cela aurait été la meilleure option pour l'Union européenne. L'absolutisation de la guerre en Ukraine, à mon avis, a créé le chaos actuel dans les relations internationales. Ce chaos est le résultat des mauvaises réponses de l'Occident collectif au conflit en Ukraine depuis 2014 et des mauvaises réponses à la guerre depuis 2022. Et je suis très heureux, bien que je ne représente pas la position officielle du gouvernement hongrois, de pouvoir formuler mes opinions de manière indépendante. Mais comme je l'ai dit, je suis très fier de pouvoir soutenir pleinement la position hongroise actuelle. Parce que la seule façon de mettre un terme à ce conflit, de finir cette guerre, est de cesser l'absolutisation de la victime, l'absolutisation de l'agresseur et l'absolutisation de la guerre elle-même. Dans d'autres guerres, nous ne voyons pas ce genre de choses. Nous n'avons pas diabolisé les États-Unis dans le cas des actions militaires contre l'Iran, le Venezuela, le Nigeria, la Syrie, l'Irak ou tout autre pays. Nous n'avons pas déshumanisé l'agresseur dans ces conflits, ces actions militaires ou ces guerres. Et je pense que pour stabiliser à nouveau l'Europe, pour faire de l'Europe une fois de plus un continent de paix et de liberté, et pour renouveler l'essence de l'Union européenne, la seule voie à suivre est la voie hongroise.
Et nous pouvions constater que la Hongrie était plus neutre, et la Turquie aussi, et qu'aujourd'hui, la Slovaquie et la République tchèque suivent cette orientation. Nous étions plus neutres que l'Autriche ou la Suisse, pourtant neutres. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et cela signifie que les politiciens et les gouvernements peuvent se comporter de manière normale en analysant la situation et en représentant l'intérêt national. Aujourd'hui, je suis convaincu que la Suisse ou l'Autriche, les populations de ces pays, ne sont pas intéressées par une guerre en Europe. Mais ces pays financent cette guerre. Ces pays, en tant que pays neutres, violant constitutionnellement leur propre constitution chaque jour. Et je pense que la position hongroise et la politique du gouvernement hongrois dans ce domaine peuvent être considérées comme un exemple très positif. Pouvons-nous en parler? Parce que c'est l'un des sujets centraux, peut-être le sujet central, de ma chaîne et de mes recherches, n'est-ce pas? Ce que tu viens d'exposer montre qu'il existe un énorme écart entre, d'un côté, les pays ou les communautés politiques qui adoptent une politique de neutralité, ce qui va de pair avec des déclarations de neutralité, peut-être dans la Constitution ou dans des documents de politique étrangère, et de l'autre, la politique réelle de la neutralité, lorsque les États essayent de suivre ce que nous reconnaîtrions intuitivement comme une position neutre. Même des États membres de l'OTAN, comme la Turquie et la Hongrie, ont pu jouer un rôle plus neutre, dans le sens où ils entretenaient des relations avec les deux parties. Et je dois insister sur le fait qu'il s'agit d'un engagement avec les deux camps, et non d'un isolement vis-à-vis des deux. Ils ont pu le faire grâce à l'accès dont ils disposaient et à la manière dont ils abordaient leurs propres intérêts de politique étrangère. Alors que l'Autriche, la Suisse et l'Irlande aussi, dans une large mesure, vous savez, pratiquaient une sorte de neutralité de façade qui, sur le plan politique, se traduisait par un soutien à environ 95% à l'une des parties. Pouvez-vous expliquer un peu comment la Hongrie a pu s'engager avec les deux camps, malgré le fait qu'elle soit liée par traité à l'un d'eux? Comme je l'ai dit, je ne peux pas parler depuis l'intérieur du gouvernement. Mais au fil des années, j'ai compris, et j'en suis très fier, que la principale question dans l'élaboration des politiques est de représenter l'intérêt national. Et si le gouvernement hongrois considère que la guerre va à l'encontre de cet intérêt national, alors nous ne pouvons pas soutenir les sanctions. Je pense que les gens de notre pays ne s'intéressent pas à cette absolutisation actuelle de la guerre. Le chantage par les sanctions est devenu la caractéristique principale des relations internationales d'aujourd'hui, où les pays sont contraints de se plier aux règles des autres. With the rules of others. If you don't comply, si vous ne respectez pas les règles, vous serez également sanctionné par le biais de sanctions secondaires. Cela signifie qu'un groupe de pays, l'Occident collectif, les États-Unis et l'Union européenne, imposent des sanctions à tous les pays du monde, car ces sanctions concernent tout le monde. Les corridors de transport, l'énergie, l'espace aérien, tout est bloqué et paralysé par les sanctions. Lorsque la Hongrie est devenue membre de l'Union européenne, nous pensions et nous attendions à ce que Bruxelles ouvre la politique étrangère, les opportunités économiques extérieures, les transports, le secteur bancaire et d'autres domaines aux acteurs économiques hongrois afin de les aider à atteindre le monde entier. Cela signifie que c'était là l'avantage de l'adhésion à l'UBNM pour la Hongrie et pour les autres nouveaux États membres, et nous attendions ce comportement de la part de Bruxelles. Mais aujourd'hui, nos acteurs économiques sont confrontés à une situation dans laquelle Bruxelles, la Commission européenne, introduit presque chaque jour de nouvelles restrictions et de nouvelles sanctions pour les acteurs économiques des 27 États membres de l'UMNW. En effet,
Nous avons 19 paquets de sanctions. Et ces sanctions agissent comme une camisole de force. Une camisole de force qui limite les opportunités des acteurs économiques des 27 États membres de l'UPR. Pourquoi ça fonctionne-t-il? Pourquoi la Hongrie ne dit-elle tout simplement pas non? Il faut l'unanimité, non? La Hongrie dispose en pratique d'un droit de veto. Chaque État membre a un droit de veto, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Je veux dire, pourquoi y a-t-il une telle vague qui emporte tout le monde, même lorsque c'est clairement contraire à l'intérêt national? Oui, vous avez raison. Comme nous pouvons le constater, la Hongrie a rejoint cette politique de sanctions parce qu'elle voulait être un partenaire loyal de l'Union européenne, sans empêcher la majorité des États membres de l'Union de mettre en œuvre leur politique étrangère. Et bien sûr, au cours de ce processus et au fil des années, nous avons eu de nombreux moments de décision où la Hongrie a dû utiliser son droit de veto. Mais encore une fois, il y a un problème. L'absolutisation de la guerre signifie que nous faisons face à une dégradation morale au sein de l'UNPOR. Si vous utilisez votre droit de veto contre un paquet de sanctions ou une mesure spécifique, certains pays disent que la Hongrie devrait quitter l'Union européenne, que la Hongrie bloque la politique étrangère de l'UDWPOR. Mais personne ne dit cela lorsque les États-Unis utilisent leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU 20 fois de suite. Parce que ce sont les États-Unis. J'espère que le processus se poursuivra et que non seulement la Hongrie, mais aussi d'autres pays comprendront que la meilleure direction est de mettre fin à cette guerre et de clore ce processus. Vous savez, j'ai eu récemment un échange d'emails très intéressant avec quelqu'un qui soutenait de manière très convaincante que les sanctions sont en réalité une façon d'exprimer la souveraineté, parce que c'est un acte souverain, n'est-ce pas? C'est un outil de politique étrangère utilisé par l'institution qui gouverne un certain territoire. Et on peut voir que les États-Unis utilisent ces sanctions depuis toujours, depuis très longtemps. L'Union européenne, pendant longtemps, ne le faisait pas. Puis elle a commencé, mais sans recourir aux sanctions secondaires. Elle s'est alignée sur celles-ci et a utilisé les sanctions uniquement vers l'extérieur. Et maintenant, elle commence à les utiliser en interne, même contre des individus, ce qui est en quelque sorte la manière ultime pour un pouvoir souverain de désigner ses ennemis et ses amis, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Et cela, encore une fois, fait partie de cette prise de souveraineté silencieuse venant du niveau inférieur. Parce que bien sûr, l'Union européenne n'est pas un État-nation. La Hongrie, elle, en est un. Mais nous sommes dans ce processus étrange où le centre bruxellois retire de plus en plus de droits souverains. Comment voyez-vous cela? Pensez-vous que les États membres européens vont laisser faire? Que de plus en plus de cette souveraineté soit transférée à l'Union européenne, sans que ça ne passe réellement par un référendum, ni même par des discussions, alors que, petit à petit, tout commence à remonter vers le niveau supérieur. Je pense que nous pouvons observer certains efforts de la part de certaines puissances régionales européennes qui cherchent à concentrer le processus de prise de décision à Bruxelles et à retirer certaines prérogatives au niveau national, c'est-à-dire aux États membres. Elles profitent de la guerre en Ukraine car, en absolutisant ce conflit, elles peuvent invoquer la nécessité de centraliser notre processus décisionnel. Nous devrions éviter d'utiliser le droit de veto car l'Union européenne ne peut répondre aux nouveaux défis que de manière plus compacte. Cela signifie que nous avons beaucoup de slogans affirmant que la bureaucratie européenne actuelle agit contre la souveraineté des États membres. Et, comme je l'ai dit, l'absolutisation de la guerre, oui,
Et à mon avis, nous ne devrions pas toujours raisonner dans le cadre de l'absolutisation de différentes guerres ou conflits, car nous sommes confrontés à des conflits chaque jour. La question du Groenland arrive, celle du Venezuela aussi, et d'autres conflits encore. C'est l'histoire de l'humanité. Et un grand groupe d'hommes politiques européens, à mon sens, voudrait détourner la guerre actuelle en Ukraine pour centraliser l'Union européenne et la transformer en une sorte d'États-Unis d'Europe ou quelque chose de ce genre. Je pense que ces concepts s'opposent et je soutiens celui de la souveraineté. I am supporter of the sovereign one. Oui, je veux dire, je pense que beaucoup de gens en Europe sont d'un côté conscients que l'Europe doit vivre ensemble, donc il faut une certaine forme de structure. D'un autre côté, les Hongrois aiment être Hongrois et les Suisses aiment être Suisses, et nous comprenons qu'il y a une différence. Mais cette tension a toujours existé. En outre, d'un autre côté, le processus qui consiste à essayer de pousser tout le monde dans la même direction, ce qui bien sûr profite surtout au chef qui dit à tout le monde où aller. Eh bien, ce chef, pendant longtemps, c'était les États-Unis. Maintenant, pour la première fois, le chef regarde un peu les plus petits et dit « Hey, je peux avoir ce morceau ou je vais me servir de ce morceau. » Que pensez-vous de la question du Groenland? Ou laissez-moi reformuler cela. Les États-Unis ont fait beaucoup de choses qui sont manifestement contraires au droit international. Les règles que vous savez, les Européens aiment particulièrement proclamer, comme la souveraineté. Je veux dire, l'invasion du Venezuela, la guerre de 12 jours contre l'Iran, ce qui se passe. Je veux dire, le génocide à Gaza, la manière dont l'Irak a été envahi, les actions en Syrie, sur le plateau du Golan, et ainsi de suite. Il y a tant d'exemples de choses qui étaient clairement contraires au droit international, et l'Union européenne y a d'une certaine manière souscrit. Mais maintenant, il s'agit de leur propre parcelle de terre. À votre avis, comment cela les affecte-t-il aujourd'hui? Nous observons aussi ce qui se passe à Davos en ce moment. Oui, je pense qu'avec l'administration Trump, le réalisme politique est revenu dans la politique internationale. Et cela ne m'a pas surpris, car sous l'administration Biden, nous avons vu une approche libérale des relations internationales, toujours guidée par les intérêts nationaux des États-Unis, mais enveloppée de raisons morales et d'une approche fondée sur les valeurs. Aujourd'hui, l'administration Trump adopte une approche plus directe, fondée sur le réalisme politique, et pour moi ce n'est pas une surprise. Mon point de départ pour évaluer la politique étrangère de l'administration américaine reste toujours le même, la guerre en Ukraine. Du point de vue de la guerre en Ukraine, à mon avis, l'administration Trump joue un rôle positif, car déjà pendant la campagne de 2024 et après son arrivée au pouvoir, le président a confirmé qu'il voulait mettre fin à cette guerre. Marco Rubio, le secrétaire d'État, a déclaré le 6 mars de l'année dernière que la guerre en Ukraine était une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Pour moi, cela a été un tournant très important, car il était essentiel de reconnaître la nature de cette guerre. Après la déclaration de cette guerre par procuration par la nouvelle administration, je me suis senti plus serein, car je pensais que nous allions entrer dans une nouvelle phase et avancer rapidement vers la fin de la guerre en Ukraine. Cela ne s'est pas produit. Et malheureusement, cela ne s'est pas produit à cause du comportement de l'élite européenne, opposée à la politique du nouveau président américain, visant à mettre fin à la guerre. Comme nous l'avons constaté le 2 mars, si je me souviens bien, 6 semaines après l'arrivée au pouvoir du président Trump, la coalition des volontaires a été mise en place à Londres. Et au cours de cette année, nous pouvons observer l'hésitation de l'administration américaine, partagée entre mettre fin à la guerre ou la soutenir. Car les États-Unis jouent un double rôle dans la guerre en Ukraine.
Il participe à une guerre par procuration, comme l'a reconnu Marco Rubio, et en même temps, il tente d'être un médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Et ce double rôle, je pense, est une tâche très difficile. Alors, est-ce que tu le vois vraiment comme un double rôle ou est-ce simplement ta façon de le percevoir? Parce que d'autres disent que c'est une farce, non? Un voile sur la réalité. Et la réalité, M. Rubio l'a reconnu, c'est une guerre par procuration. Donc si la guerre continue un an plus tard, la conclusion logique, c'est que l'administration américaine actuelle est toujours prête à mener une guerre par procuration. Je veux dire, en un sens, ils ne sont pas prêts à abandonner, probablement pour garder un certain levier, non? Vous poursuivez la guerre parce que vous n'avez pas encore atteint un accord diplomatique, un accord mutuel sur ce qui constituerait un règlement équitable pour les deux parties. Donc vous poursuivez la diplomatie par d'autres moyens, n'est-ce pas? Comme nous l'a enseigné M. Clausewitz. Mais si vous l'interprétez comme un problème de double rôle, c'est un peu comme si, d'un côté, nous avions des gens qui veulent encore mener la guerre par procuration, et de l'autre, des personnes comme M. Trump qui, disons-le avec bienveillance, veulent réellement y mettre fin. Alors selon vous, comment cela fonctionne-t-il? Comme je l'ai dit, j'évalue la situation du point de vue de la guerre en Ukraine. La nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, signée il y a 2 mois, est pour moi une avancée positive, car elle confirme le principe de Monroe. Je ne peux pas dire que ce principe moral soit un outil optimal pour chaque pays, mais du point de vue de la fin de la guerre en Ukraine, il donne l'espoir que si les États-Unis considèrent l'hémisphère occidental comme une sphère d'intérêt exclusive, ils devraient également respecter les intérêts de sécurité légitimes des autres grandes puissances. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la Russie ou la Chine respectent la doctrine Monroe dans l'hémisphère occidental, sans leur accorder le droit de poursuivre des intérêts de sécurité légitimes dans leur propre région. C'est une très grande contradiction. Nous pouvons reconnaître les intérêts légitimes des États-Unis à Cuba, mais nous ne pouvons pas reconnaître les intérêts de sécurité légitimes de la Russie dans l'Ukraine voisine. C'est une contradiction majeure, et d'après notre expérience de Mather de la crise des missiles de Cuba en 1962, le dirigeant soviétique Khrouchtchev et Fidel Castro ont pris une décision très raisonnable pour désamorcer la situation. Oui, donc quand tu dis que cela donne de l'espoir, tu veux dire l'espoir non pas d'un monde juste, parce que évidemment la doctrine Monroe n'est pas juste, mais l'espoir d'éviter une guerre entre superpuissances, une guerre nucléaire qui pourrait tous nous anéantir. Je veux dire, tu espères ce genre de réalisme, celui qui reconnaît qu'il faut un équilibre pour empêcher une troisième guerre mondiale dévastatrice. Oui, je pense que la base de ce chaos actuel doit être éliminée. Si les États-Unis attendent le respect des autres grandes puissances de l'hémisphère occidental, nous ne pouvons pas stabiliser le monde sans accorder des droits similaires à ces puissances également. La base du chaos actuel est qu'il n'y a pas de règles. Les États-Unis revendiquent le droit de considérer tout l'hémisphère occidental comme le leur. Mais la Fédération de Russie ne peut pas défendre les membres de la minorité ethnique russe en Ukraine. Et si vous vous en souvenez, nous pouvons comparer la situation au Kosovo et celle en Ukraine du point de vue de la défense des droits des minorités nationales. Les États-Unis, depuis un autre continent, sont venus bombarder les Serbes au nom de la défense des droits des minorités nationales au Kosovo. Mais dans le cas de l'Ukraine et de la Russie,
nous avons refusé les droits légitimes de la Fédération de Russie à agir de quelque manière que ce soit. Et encore une fois, cela montre d'une certaine façon la dégradation morale de l'Occident collectif, car je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne a accepté de tolérer la discrimination à l'encontre des minorités nationales en Ukraine. En tant que Hongrois, j'ai de l'expérience avec notre minorité hongroise là-bas, et chaque groupe minoritaire souffre énormément en Ukraine depuis 2014. Et l'Ukraine, en tant que membre associé de l'Union européenne et futur membre, comme on l'entend chaque jour, je ne comprends pas pourquoi les politiciens européens n'ont pas obligé l'Ukraine à accorder aux minorités nationales les droits nécessaires, car c'est aussi un facteur de sécurité. A security factor as well. And I cannot understand the experts of the Et je ne comprends pas les experts du Conseil de l'Europe ou de l'OSCE, les spécialistes des minorités nationales, de l'OTAN ou de l'Union européenne. Un expert en politique de sécurité devrait reconnaître qu'il s'agit d'un facteur de sécurité très dangereux lorsque des millions de personnes appartenant à un groupe ethnique ou parlant une autre langue sont considérées comme un défi sécuritaire. Dans le cas de l'Ukraine, le pays voisin est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une puissance nucléaire, une grande puissance. Et cet État ne tolérera pas l'absence de droits des minorités dans son voisinage immédiat, tout comme les États-Unis n'ont pas toléré l'absence de droits des minorités sur un autre continent, dans le cas de la Serbie. In case of Serbia. Oui, je veux dire, c'est le triste moment où l'acceptation ou le rejet des droits des minorités a généralement quelque chose à voir avec les intérêts directs de la superpuissance, de la grande puissance concernée. Et c'est de là que viennent bien sûr toutes les accusations d'hypocrisie. Mais, ambassadeur Varga, c'était vraiment très intéressant. Je vous remercie pour tous ces témoignages et pour votre analyse. Pour les personnes qui souhaitent lire davantage de vos travaux, y a-t-il un endroit où vous publiez régulièrement ou occasionnellement? I try to be very passive. Sometimes J'essaie d'être très passif. Parfois, quand je deviens nerveux, j'écris et j'accepte des invitations, mais j'essaie de rester passif. But I try to be very passive. D'accord. Slavka, si vous commencez à avoir boutique de l'ambassadrice Varga, Washnu, et en quel instant est une période de nervosité? I have some articles in German. J'ai quelques articles en allemand. Ils ont été publiés en Allemagne et en Suisse. Et en Hongrie, nous avons des médias régionaux et nationaux où j'ai également publié. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas intéressé par un niveau d'activité très élevé. I am not interested in a very high level activity. Dans ce cas, je vais simplement vous inviter à revenir ici, peut-être avec quelques autres collègues du service diplomatique. C'est toujours un plaisir de parler avec des diplomates. Bien sûr, je ne reçois pas. Merci. Nous vous accueillerons à nouveau ici. Monsieur l'ambassadeur George Varga, merci pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci encore pour l'invitation.